Tu connais cette sensation de te lever le matin, de regarder autour de toi, et de sentir que ta maison est en train de t'écraser? Des vêtements sur les chaises, des papiers dont tu ne sais même pas d'où ils viennent, des choses que tu gardes au cas où depuis des années. Moi aussi, je suis passé par là. Et le pire, c'est qu'arrive un moment où tu ne sais même plus par où commencer. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager 10 techniques japonaises pour ranger et garder la maison impeccable, des méthodes étranges, oui, mais qui fonctionnent. Et après les avoir essayées, je peux te dire que ma maison a cessé d'être un chaos. Première technique, le danshari. C'est une philosophie qui repose sur 3 choses. Rejeter ce qui est inutile, se débarrasser de ce que tu n'utilises pas et se détacher des attaches matérielles. Il y a quelque chose qu'on refuse parfois d'admettre. Ce n'est pas seulement la maison qui est en désordre, c'est nous-mêmes qui portons trop de choses. De l'extérieur, ce sont des objets, mais à l'intérieur ce sont des souvenirs, des culpabilités, des promesses brisées. Et c'est ce que le danshari t'apprend à lâcher. Cette technique japonaise ne consiste pas simplement à jeter de vieilles choses, c'est un acte de libération personnelle. Cela signifie vraiment se détacher de tout ce qui n'ajoute rien à ta vie actuelle. Elle se divise en 3 idées clés. La première est rejeter. Mais pas rejeter les choses quand tu les as déjà, non, avant qu'elles n'entrent dans ta maison. Ça m'a changé l'esprit. J'ai commencé à dire non aux cadeaux dont je n'avais pas besoin, aux offres tentantes dans les magasins de babioles bon marché, aux souvenirs inutiles. J'ai cessé d'accepter des prospectus, des échantillons, des petites choses qu'on prend sans réfléchir. Toutes ces choses qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. La deuxième étape est jeter. C'est la plus dure, car il faut regarder tout ce qui est déjà chez toi et décider ce qui reste et ce qui part. Le problème, c'est qu'on donne une valeur émotionnelle à des choses absurdes. Un vieil agenda utilisé en 2016, un chemisier que tu ne mets plus depuis 5 ans, un vase fêlé offert par une amie. Mais avec le danshari, la règle est, si tu ne l'as pas utilisé depuis 6 mois, si ça ne te procure pas de joie et n'a aucune fonction réelle, ça part. Sans excuse. Sans au cas où. Moi, je l'ai fait avec une grande boîte au milieu du salon. Pendant un mois, tout ce que je trouvais mal rangé, que je n'avais pas utilisé ou qui m'agaçait à voir, je le mettais dedans. Parfois c'était des choses insignifiantes. Un vieux câble de chargeur, une déco moche dont je ne me souvenais plus qui me l'avait offerte, une pile de magazines que je comptais lire un jour. D'autres fois, ça faisait mal. Des photos de personnes qui ne sont plus là, des lettres qui n'avaient plus de sens, un parfum qui me rappelait des moments difficiles. Mais le plus étrange, c'est qu'en les mettant dans cette boîte, je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. Et j'ai compris que je ne jetais pas seulement des choses, je me délestais de charges émotionnelles. La troisième idée est de se séparer des attachements matériels. C'est ce qui m'a coûté le plus. Parce qu'on croit parfois que sans ces objets, on perd une partie de son identité ou de ses souvenirs. Mais c'est faux. Ce qui compte vraiment reste dans la mémoire et dans le cœur. Je gardais une vieille veste de ma mère que je ne mettais jamais et que je n'allais jamais porter. Mais elle était là, à prendre de la place, à accumuler de la poussière. J'avais du chagrin à l'idée de la jeter. Jusqu'à ce qu'un soir, en nettoyant, je me rende compte que cette veste n'était pas ma mère, c'était juste un vêtement. L'amour et les souvenirs ne vivent pas dans les objets. Depuis que j'ai appliqué le danshari, les espaces de ma maison sont plus légers, plus respirables. Et j'ai découvert qu'en ayant moins, ce qu'il reste prend bien plus de valeur. Le parfum d'une bougie, la couleur d'un vase, une photo bien choisie. Tout prend du sens. Et le mieux, c'est qu'à la fin de ce mois-là, quand j'ai sorti la boîte et tout donné ou jeté, je me suis sentie physiquement plus légère. Comme si j'avais perdu des kilos. Ce n'est pas du minimalisme pur ni une mode esthétique. C'est une façon de faire un ménage intérieur à travers le matériel. Et quand tu prends l'habitude, tu commences à repérer des choses que tu ne remarquais même plus. Des vêtements qui ne font que prendre la poussière dans les armoires, des papiers inutiles qui te lient à des choses dont tu n'as plus besoin, et même des personnes qui ne font qu'occuper de l'espace dans ta vie. C'est pour ça que le danshari va bien au-delà du rangement. C'est un nettoyage mental. Et une fois qu'on essaie, ça te transforme. Deuxième, Ozuji. C'est le grand nettoyage que les Japonais font avant la fin de l'année. Ce que personne ne te dit, c'est que la saleté et le désordre ne sont pas que physiques. Ils restent collés à l'ambiance, dans les coins, dans les recoins qu'on oublie. Et au Japon, ils ont une technique ancestrale qui n'est pas juste un nettoyage, mais une cérémonie pour clôturer les cycles, l'Ozuji. Ce n'est pas passer le balai parce qu'il le faut, ni passer un chiffon pour que ça fasse joli. C'est nettoyer avec intention, avec un sens, comme un rituel d'adieu à l'année écoulée et à tout ce que tu ne veux pas emporter dans la nouvelle. Ozuji signifie littéralement « grand nettoyage ». On le fait fin décembre, mais moi j'ai décidé de l'adapter et de le faire chaque fois que je sentais que le chaos me débordait. Et ça n'a rien à voir avec nettoyer pour nettoyer. Tout commence par réorganiser l'énergie de l'espace.
Et là, c'est curieux. La méthode exige de le faire de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Pas question de nettoyer d'abord le sol et ensuite les meubles, car tout retombe. Tu commences par le plafond, là où la poussière invisible s'accumule sans qu'on la voie. Puis les murs, les meubles et enfin le sol. Ainsi, la saleté descend naturellement et on l'élimine dans l'ordre. En plus, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, comme si tu te déplaçais en suivant le mouvement des aiguilles. Ce n'est pas de la superstition, c'est parce qu'on pense que cela respecte le flux naturel de l'énergie dans l'espace. La première fois que je l'ai fait dans ma cuisine, l'expérience a été très étrange. J'ai commencé par les coins du plafond, où il y avait de petites toiles d'araignée que je n'avais même pas remarquées. Puis les étagères hautes, les lampes, les placards. J'ai découvert des taches sur le mur que j'aurais juré inexistantes. Et je suis descendu, doucement, en nettoyant les carreaux, les appareils électroménagers, les tiroirs, toujours dans le sens horaire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de me rendre compte de tout ce que je négligeais dans le ménage quotidien. Une étagère oubliée derrière le micro-ondes, un rebord sur la hotte de la cuisine, les poignées du four. Et ce n'est pas seulement la saleté, c'est cette sensation de reprendre possession des lieux. Quand je suis arrivé au sol, c'était comme si j'avais changé toute la cuisine, sans rien acheter de neuf. Ce qui est intéressant avec le Ozuji, c'est qu'il travaille aussi avec l'idée que pendant que tu nettoies, tu fais mentalement tes adieux à ce que tu ne veux plus porter. Pas seulement la poussière et la graisse, mais aussi les pensées, les problèmes, les moments pesants de l'année ou des semaines passées. Au Japon, on croit qu'une maison propre pour clore un cycle permet aux bonnes choses d'arriver sans obstacle. J'ai commencé à le faire chaque fois que je sentais ma tête trop chargée. Je n'avais pas besoin d'attendre décembre. Un dimanche après-midi, ou un vendredi avant que des invités arrivent. Et l'effet est réel. L'odeur de propre, la brillance des surfaces, mais surtout la clarté mentale qui reste après. Comme si on s'était allégé sans savoir qu'on portait ce poids. Et je te garantis une chose, quand tu nettoies dans cet ordre et avec ce sens, il y a une sensation de contrôle qui te rend ta sécurité. Comme si, tout à coup, tu reprenais le contrôle de ton espace, de ta maison, de ton temps. C'est une technique qui va bien au-delà de l'esthétique. C'est un acte personnel pour fermer des cycles et laisser entrer de l'air frais dans sa vie. Troisième, Ikoshi-seri. C'est une technique de déménagement. Même si tu ne déménages pas. Il y a une question qu'on a peur de se poser parce qu'on connaît déjà la réponse. Ai-je vraiment besoin de tout ce que je possède? Et au Japon, il existe une technique qui affronte cet inconfort de face, Ikoshi-seri. À l'origine, c'était une pratique réalisée lorsqu'une famille allait déménager, mais elle est devenue si efficace pour organiser la vie quotidienne que beaucoup l'appliquent sans quitter leur maison. L'idée est simple, mais d'une honnêteté brutale. Imagine que demain, tu dois déménager. Et dans ce scénario mental, tu ne peux emporter que ce qui est vraiment important, l'essentiel. Tout le reste, se donne ou se jette. Ce qui est curieux, c'est que lorsque tu le visualises ainsi, tout change. Parce que normalement, on range par paresse, en laissant des choses au cas où, parce que ça a coûté cher, parce qu'un jour je pourrais en avoir besoin. Mais dans un déménagement imaginaire, il n'y a pas de place pour les excuses. Si aujourd'hui on te disait que tu dois emballer ta vie dans des cartons et partir, prendrais-tu vraiment ce dossier rempli de vieux papiers? Cette déco que tu n'aimes même pas? Ces vêtements que tu n'as pas portés depuis des années? La première fois que j'ai essayé Ikoshi-seri, c'était avec les vieux jouets de mes enfants. On avait des cartons pleins de poupées sans bras, de petites voitures sans roues, de pièces de puzzles incomplètes. Des choses qu'ils ne regardaient même plus mais qui restaient là, occupant de la place, comme s'ils allaient un jour rejouer avec. J'ai tout mis au milieu du salon et je leur ai dit, imaginez qu'on déménage demain. Vous ne pouvez emporter que ce que vous voulez vraiment avoir dans votre nouvelle maison. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont choisi très peu de choses. Leur peluche préférée, quelques livres, 2 ou 3 ballons. Tout le reste est parti dans un tas à donner. Puis je l'ai fait avec mon bureau, qui était un vrai chaos. Des piles de papier, des vieux câbles, des stylos sans encre, des factures d'il y a 5 ans, des cartes d'anniversaire de personnes avec qui je ne parle même plus. J'ai pris un grand carton et je me suis posé la question, un par un. Est-ce que j'emballerais ça si je déménageais demain? Si la réponse était non, direct dans le carton. Si j'hésitais, pareil. Car la règle du Ikoshi-seri est que si tu n'as pas une raison claire de conserver quelque chose à cet instant, c'est que tu n'en as pas besoin. Et à la fin de cette journée, ce qui restait sur mon bureau était minimal. Un joli carnet, les papiers du mois, quelques stylos qui fonctionnaient vraiment et une photo de famille qui me fait vraiment sourire. Tout le reste avait disparu. L'effet fut immédiat. Non seulement l'espace avait meilleur aspect, mais travailler là me faisait me sentir différente. Moins submergée, moins dispersée. Parce qu'il n'y avait pas que des papiers que j'avais enlevés, mais de vieilles préoccupations, des tâches oubliées, des culpabilités inutiles.
Hikoshi Seri t'enseigne que l'attachement aux objets est bien souvent une peur déguisée. Peur d'oublier, de manquer de quelque chose, de se détacher. Mais lorsque tu l'appliques, tu découvres qu'en réalité tu n'as même pas besoin de la moitié des choses que tu conserves. Que la vraie valeur est dans ce que tu utilises, ce que tu aimes, ce qui te fait du bien. Le reste n'est qu'encombrement. Et ça te change la façon de penser. Parce qu'après l'avoir fait, chaque fois que tu veux conserver quelque chose de nouveau, tu te demandes, est-ce que j'emmènerais ça avec moi si je déménageais demain? Si la réponse est non, ça n'entre même pas dans la maison. Aussi simple que ça. Aussi libérateur. 4e, Kanso. C'est basé sur l'idée d'éliminer tout ce qui est décoratif mais n'a pas de fonction. Il arrive un moment où l'on se rend compte que la maison n'est pas remplie d'objets utiles. Mais de bibelots, de souvenirs, de petites choses achetées en voyage, de cadeaux qu'on ne sait pas où mettre mais qu'on n'ose pas jeter. Et sans s'en apercevoir, tout cela commence à envahir l'espace, à remplir chaque coin, chaque étagère, chaque surface, comme une toile d'araignée silencieuse qui étouffe. Au Japon, il existe une philosophie appelée Kanso, et quand je l'ai découverte, j'ai eu l'impression qu'on me parlait directement. Kanso fait partie des principes du design traditionnel japonais et son idée centrale est claire. Moins d'objets, plus de sérénité. Mais il ne s'agit pas de laisser la maison vide comme un hôpital, mais de ne garder que l'essentiel. Tout objet qui reste dans une pièce doit avoir une fonction, qu'elle soit pratique ou émotionnelle, mais avec un but clair. Pas d'objets décoratifs pour faire joli, ni de tableaux juste parce qu'ils vont avec la déco. Et en théorie, ça paraît simple. Mais quand on essaie, ça fait mal. La première fois que je l'ai appliqué, c'était dans mon salon, qui ressemblait à un petit musée de choses inutiles. Il y avait une table pleine de bougies que je n'allumais jamais, des coussins décoratifs que personne n'utilisait, une étagère avec des figurines qui ne faisaient qu'accumuler la poussière et des tableaux accrochés juste parce qu'ils faisaient partie du lot quand je les avais achetés. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé autour de moi. Et je me suis demandé, pourquoi ceci est-il ici? S'il n'y avait pas de raison fonctionnelle ou de valeur émotionnelle profonde, ça devait partir. J'ai sorti un carton et j'ai commencé. Adieu les bougies sèches. Les cadres photos avec de vieilles photos qui me rendaient triste. Les décorations qu'on m'avait offertes mais que je n'aimais jamais. Et petit à petit, l'espace a commencé à respirer. Les surfaces paraissaient plus propres. Le salon semblait plus grand. La poussière cessait de s'accumuler dans des recoins impossibles à nettoyer. Et ce qu'il restait était minimal. Un lampadaire, un tableau avec un paysage apaisant, un vase avec des branches sèches que je ramasse en hiver et un plaid sur le canapé. Le plus incroyable, c'est comment l'ambiance a changé. Pas seulement visuellement, mais mentalement. Kanso enseigne que chaque objet en trop est une charge visuelle, et chaque charge visuelle est une distraction émotionnelle. On s'habitue à vivre entouré de choses inutiles et on croit que c'est normal. Mais quand on enlève le superflu, il apparaît un genre de silence dans l'espace qu'on n'avait jamais remarqué avant. Un calme étrange, mais addictif. Et tu te rends compte que, bien souvent, nous décorons non pas pour embellir, mais pour combler des vides. Un tableau pour que le mur ne paraisse pas vide. Un bibelot pour que l'étagère ne reste pas seule. Mais le Kanso t'apprend à embrasser ce vide, car l'espace ouvert a aussi de la valeur. Tout n'a pas besoin d'être occupé. Tout espace vide n'est pas une erreur. Et dans cette absence d'objet, surgit une sorte d'ordre naturel. Après avoir appliqué le Kanso dans mon salon, je l'ai transposé dans la chambre. J'ai retiré les tableaux inutiles, réduit le linge de lit à l'essentiel, laissé seulement une table de chevet avec ce que j'utilise réellement avant de dormir. Et chaque matin, au réveil, la pièce paraissait légère. Comme si, au lieu d'une chambre, c'était un refuge. Et j'ai compris que c'était l'idée depuis toujours. Que l'ordre, ce n'est pas avoir tout parfaitement aligné, mais seulement ce qui compte. Le Kanso, ce n'est pas du minimalisme froid, c'est de la chaleur sans excès. C'est laisser de l'espace pour que la maison respire, pour que toi tu respires. Et quand tu y goûtes, tu n'as plus envie de revenir au désordre déguisé en décoration. Parce que tu te rends compte que moins tu as de choses, plus chaque objet que tu gardes a de la valeur. 5e, Motene. Cette philosophie enseigne qu'il est irrespectueux de gaspiller ce qui peut être réutilisé. Mais attention, il ne s'agit pas d'accumuler des déchets. Il existe un mot au Japon qui n'a pas de traduction exacte dans d'autres langues, mais qui renferme une profonde philosophie sur la façon de se relier aux objets, motene. Lorsque j'ai entendu ce mot pour la première fois, je n'en ai pas saisi le poids. Mais avec le temps, j'ai découvert que ce n'est pas qu'une expression, c'est presque un regret. Cela signifie quelque chose comme quel gâchis, mais va bien au-delà. C'est une manière de te rappeler que jeter quelque chose d'utile sans lui offrir une seconde chance est un manque de respect. Pas seulement envers l'objet, mais aussi envers les ressources, le travail et l'énergie qu'il a fallu pour l'avoir entre tes mains. Et attention, Motene ne t'invite pas à accumuler des déchets.
Il ne s'agit pas de garder des pots vides sans raison ni d'avoir un tiroir rempli de choses au cas où. La clé, c'est de réutiliser de manière consciente, en donnant un usage réel et ordonné à ce que normalement tu jetterais. Je l'ai compris quand j'ai commencé à voir ma maison non comme un entrepôt de choses neuves, mais comme un espace où chaque objet devait mériter sa place, même recyclé. Je te donne un exemple simple. J'avais une collection absurde de pots en verre de confiture, sauce et conserve. Avant, tout ça finissait à la poubelle. Jusqu'au jour où, en plein nettoyage de Dancharry, je me suis arrêté et j'ai pensé à Motene. Et si ces pots pouvaient avoir une seconde vie? Je les ai bien lavés, retiré les étiquettes et commencé à les utiliser comme organisateur de maquillage. Un pour les cotons-tiges, un pour les pinceaux, un pour les élastiques. Et soudain, le tiroir de la salle de bain qui était un chaos est devenu parfaitement ordonné, sans dépenser un centime dans des boîtes de rangement. J'ai fait la même chose avec les jolies boîtes en carton qui accompagnaient certains cadeaux ou commandes en ligne. Avant, elles finissaient froissées à la poubelle. Maintenant, ce sont des contenants dans l'armoire. L'une garde les ceintures, une autre les chaussettes d'hiver, une autre les écharpes. Et comme ce sont de belles boîtes, l'intérieur de l'armoire paraît soigné et ordonné. Ce ne sont plus des piles d'objets en vrac qui finissent en désordre dès le deuxième jour. Ce qui est curieux, c'est que Motene t'apprend aussi à réfléchir avant d'acheter. Avant, si quelque chose se cassait ou devenait inutile, je le jetais sans réfléchir. Maintenant, je me demande, est-ce que ça ne pourrait vraiment servir à rien d'autre? Ne pourrais-je pas le réparer, l'adapter ou le donner à quelqu'un qui en aurait besoin? Et cette question m'a fait économiser de l'argent, de l'espace et une bonne dose de culpabilité. Mais bien sûr, il y a un piège. Si tu n'y prends pas garde, tu peux tomber dans la tentation de justifier ton attachement avec Motene. Garder des choses simplement parce qu'elles pourraient servir, mais sans plan précis. C'est pourquoi la règle que j'ai apprise et que j'applique est simple. Si je ne peux pas lui donner une utilité concrète immédiatement, je ne le garde pas. Motene n'est pas synonyme de tout conserver, c'est de sauver avec intention. Je l'applique même dans la cuisine. Les morceaux de tissu qui allaient directement à la poubelle sont devenus des chiffons multi-usages. Les couvercles de peau sans leur récipient d'origine sont devenus des sous-verres improvisés. Les sacs en tissu pour les courses ne sont plus oubliés dans un tiroir. Ils sont suspendus bien en vue pour me rappeler de les utiliser. Et avec cette habitude, en plus de ranger, on finit par réduire ses déchets et se sentir mieux dans sa consommation. Au final, Motene ne se reflète pas seulement dans les objets physiques, mais dans ton état d'esprit. Tu apprends à ne pas mépriser les petites choses, à ne pas courir après le neuf, à respecter la valeur cachée dans le quotidien. Et quand tu parviens à intégrer ça dans ton quotidien, ta maison change. Parce que tu cesses de la voir comme un endroit où tout est jetable et tu commences à découvrir la beauté dans ces choses simples que tu ignorais auparavant. 6e, Shikata Gane Cleaning. Ça paraît fou, mais il s'agit de nettoyer pendant que tu fais autre chose, car on ne peut pas l'éviter. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de Shikata Gane, je pensais que c'était juste une expression japonaise pour se résigner face à l'inévitable. Cela signifie quelque chose comme on ne peut rien y faire, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au Japon, ils ont transformé cette résignation en un outil pour maintenir l'ordre au quotidien sans que cela devienne une corvée pénible. Et c'est ainsi qu'est née une habitude qui, une fois comprise, a totalement changé ma relation avec les tâches ménagères, le Shikata Gane Cleaning. Je t'explique. Il y a des moments dans la journée que l'on gaspille sans s'en rendre compte. Des minutes perdues, des temps d'attente, des instants où notre esprit est occupé ailleurs mais nos mains libres. Et selon cette méthode japonaise, au lieu de t'énerver ou de laisser passer ces minutes, tu les utilises pour nettoyer ou ranger quelque chose, car après tout, on ne peut pas l'éviter. Si tu dois déjà attendre, que ce temps serve à quelque chose. Moi, ça m'arrivait beaucoup en parlant au téléphone. Je m'asseyais sur le canapé et je tournais en rond dans le salon sans rien faire. Alors un jour, j'ai essayé. Tout en parlant, un chiffon à la main, je suis passé sur les étagères, les tables, les cadres photos. Sans trop y penser. J'ai raccroché et le salon était impeccable. Un déclic mental. Depuis, chaque fois que le téléphone sonne, je cherche ce que je pourrais nettoyer en même temps. La même chose dans la cuisine. Avant, lorsque je mettais de l'eau à bouillir pour les pâtes, je restais à regarder l'horloge ou je perdais du temps sur mon téléphone. Maintenant, pendant ces minutes, j'ouvre le tiroir des couverts et je range, je nettoie le plan de travail, j'organise les verres dans le placard. Ce sont de petites tâches, mais additionnées jour après jour, elles empêchent le désordre de s'accumuler et évitent de finir avec une cuisine en chaos. L'une des façons les plus efficaces de l'appliquer, je l'ai découverte en regardant des séries. Avant, je m'affalais sur le canapé, et sans m'en rendre compte, tout restait en désordre. Maintenant, pendant que je regarde un épisode, je plie le linge propre. C'est automatique. Je ne manque rien,
Et quand l'épisode est terminé, le linge est prêt à être rangé. C'est pareil quand j'écoute un podcast ou un long message vocal sur WhatsApp. Je dépoussière une table, je balaie sous un meuble ou je passe un chiffon sur le miroir de la salle de bain. Et il ne s'agit pas de faire un grand ménage. Ce sont des détails. Car la philosophie du Shikata Gane Cleaning est justement celle-là. Ne pas laisser les petites choses s'accumuler. Que la poussière ne s'amasse pas sur l'étagère parce qu'à chaque fois que tu passes devant, tu y passes un coup. Que les papiers ne s'entassent pas sur la table parce qu'à chaque appel en attente, tu les ranges. C'est une manière de vivre dans l'ordre sans que cet ordre devienne une contrainte. Ce qui est intéressant, c'est que cette habitude, sans qu'on s'en rende compte, finit par additionner des minutes de ménage chaque jour. 10 minutes pendant que tu parles avec ton ami, 5 minutes en attendant le micro-ondes, 15 minutes en regardant une vidéo. Et à la fin de la semaine, cela se traduit par des heures de rangement et de nettoyage sans même t'en apercevoir. Ta maison reste propre, sans avoir passé tout un samedi à balayer et ranger. Quand cela devient un réflexe, tu remarques comment ta relation à la maison change. Les tâches ménagères cessent d'être des corvées ou des fardeaux et se transforment en petites pauses productives, en gestes discrets qui maintiennent tout sous contrôle. Et le meilleur, ta maison commence à se sentir plus légère, plus facile à habiter, moins écrasante. Parce que tu n'attends plus que le désordre te déborde. Tu l'apprivoises sans t'en rendre compte, dans ces moments où de toute façon, tu ne peux rien faire d'autre. 7e, Isshin Isatsu. Cette règle dit que chaque personne devrait avoir un seul exemplaire de chaque chose. Quand j'ai entendu parler d'Isshin Isatsu, j'ai été surprise par la radicalité de l'idée. Au Japon, cette règle propose qu'une personne ne possède qu'un exemplaire de chaque objet dont elle a besoin. Ainsi, une seule paire de chaussures habillées, une paire décontractée, un manteau, un sac à dos ou un sac à main. Pas plus. L'idée derrière cela est que, en réduisant la quantité, on augmente la qualité de ce qu'on possède, et surtout, on évite que des objets s'accumulent inutilement. Parce qu'honnêtement, combien de paires de chaussures ou de sacs finissent rangés pendant des mois sans être utilisés? Au début, je me suis dit, impossible d'appliquer ça à la maison. Mais ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais l'adapter. Et j'ai commencé par la cuisine, là où l'on accumule souvent sans s'en rendre compte des objets en double. J'ai fouillé les tiroirs et il y avait une quinzaine de cuillères à soupe pour une famille de 4 personnes. 10 assiettes creuses, 20 tasses, un chaos inutile. J'ai décidé de faire une sélection. Chacun à la maison a choisi sa tasse préférée. Une seule. Celle qu'il utilise vraiment, celle qu'il apprécie pour son café ou son thé. Pareil pour les assiettes, les couverts et les verres. Chacun a son set personnel, et c'est tout. Le reste, on l'a donné à une cantine solidaire. La sensation d'espace dans les placards était incroyable. On ouvre et on ne voit que le nécessaire, tout bien rangé, et cela procure une sérénité que je n'imaginais pas. J'ai fait la même chose avec les ustensiles de cuisine. J'avais 4 spatules, 3 louches, des couteaux qui ne coupaient même plus et qui prenaient juste de la place. J'ai gardé ceux que j'utilise vraiment au quotidien. Une bonne spatule, un couteau bien aiguisé, une pince. Et les autres, je les ai donnés. Résultat, des tiroirs rangés, moins de temps à chercher des choses et plus envie de cuisiner. Et ce n'est pas qu'une question d'espace. Cette technique t'apprend à apprécier ce que tu possèdes. Quand chacun a sa tasse et son assiette, il en prend davantage soin. Mes enfants, qui prenaient une tasse différente à chaque fois, cherchent maintenant la leur. Et s'ils la cassent, ils savent qu'il n'y en a pas d'autre. Pareil pour les assiettes, on ne salit plus 20 assiettes par jour parce qu'il n'y en a plus 20. Ils la finissent, la lavent, la rangent. Automatiquement, moins de vaisselle sale, moins de désordre dans la cuisine. Même dans la salle de bain, j'ai fait pareil. Avant, il y avait comme 6 serviettes accrochées ou entassées, et personne ne savait à qui était quoi. Maintenant, chacun a sa serviette identifiée. Une seule. Quand elle est utilisée, elle est accrochée. Quand elle est sale, elle est lavée et remise à sa place. Fini les piles interminables de linge sale. Ce concept de « un par personne », je l'ai aussi appliqué dans les armoires. Pas pour tout, mais pour l'essentiel. Une bonne veste pour l'hiver. Une paire de chaussures décontractées qui vont avec tout. Un sac qui convient à toutes les occasions. En éliminant les doublons, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de temps. Qu'au final, on finit toujours par utiliser les mêmes choses. Le plus étonnant, c'est comment cela se répercute mentalement. Quand tu as moins de choses, tu as aussi moins de décisions inutiles à prendre. Je ne perds plus de temps à choisir quelle tasse je vais utiliser. Je ne cherche plus parmi 3 spatules celle qui est propre. Tout est à sa place et il n'y a qu'une seule option. Cela libère de l'espace physique et mental. Et dans une maison avec des enfants, du travail, de la cuisine et 1000 tâches, chaque respiration mentale est précieuse. Isshin Isatsu n'est pas réservé aux minimalistes.
C'est une façon de te simplifier la vie. D'arrêter de porter plus d'objets que nécessaire. Et quand tu appliques ce filtre chez toi, tout devient plus facile, plus clair, plus léger. Et tu te rends compte qu'une bonne partie du chaos venait de l'inutile. 8e, Ma. C'est l'art de l'espace vide. Ma a été la technique la plus difficile à comprendre, et celle qui m'a le plus transformé. Il ne s'agit pas d'organiser des choses. Il s'agit de laisser de l'espace. De ne pas remplir chaque coin de la maison, parce que ça fait vide. Dans la culture japonaise, le vide n'est pas un manque. C'est quelque chose qui existe. Il a une présence. C'est une pause visuelle. C'est de l'air. Et c'est la paix. Quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a semblé très poétique, voire étrange. Comment décorer quelque chose qui n'existe pas? Comment cela peut-il avoir du sens de laisser une étagère vide? Mais j'ai essayé. J'avais une étagère dans le salon, remplie de bibelots, de photos, de bougies, de figurines de voyage. Des choses que j'avais accumulées au fil des années. Chacune avait son histoire, mais ensemble, c'était du bruit visuel pur. Impossible de nettoyer sans devoir déplacer 10 objets. Et visuellement, tout paraissait chargé, étouffant. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai vidé l'une des étagères. Complètement. Juste une seule. Et je l'ai laissée ainsi pendant une semaine. Au début, c'était difficile. Je la regardais en me demandant, est-ce que ça fait pauvre? Vide? Incomplet? Mais au fil des jours, quelque chose a changé. Cet espace a commencé à respirer. Le salon paraissait moins chaotique. Comme si l'endroit murmurait au lieu de crier. Et ça, j'ai adoré. Après cette semaine, non seulement je n'ai rien remis dessus, mais j'ai aussi osé en enlever davantage. J'ai réduit les décorations dans d'autres coins. J'ai éliminé ce qui n'avait pas de fonction ou ne me procurait pas une émotion réelle. Et à la place, j'ai laissé des espaces. Des espaces de rien. Et ce rien est devenu tout. C'est devenu un soulagement. C'est devenu un silence au milieu du bruit. M'a aussi aidé à accepter le silence et le repos dans d'autres aspects de ma vie. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de musique de fond toute la journée. Ni de remplir les murs de tableaux. Ni la table de la salle à manger de centre de table. J'ai laissé des espaces libres dans la cuisine. J'ai enlevé des décorations de la salle de bain. J'ai laissé un mur blanc dans le couloir. Et au lieu de paraître vide, tout a commencé à paraître plus grand, plus clair, plus apaisé. C'est curieux comme on nous apprend qu'une maison doit être pleine pour être accueillante. Mais en réalité, parfois, on a besoin exactement du contraire. On a besoin d'air, d'une pause, d'un endroit où le regard puisse se reposer, où l'âme se sente en paix. Ce n'est pas qu'esthétique. C'est émotionnel. C'est laisser de l'espace pour respirer, pour penser, pour être. Et quand tu l'intègres à ton intérieur, tu commences aussi à alléger ta tête. Tu t'autorises à ne pas tout remplir, à ne pas occuper chaque moment, à ne pas te saturer. C'est comme une méditation visuelle quotidienne. Et le mieux, c'est que tu n'as besoin de rien acheter, ni de changer les meubles, ni de repeindre les murs. Tu as juste besoin d'oser laisser quelque chose vide. Et de résister à la tentation de le remplir. Et alors, ça arrive, ce petit coin devient sacré. Parce que dans une maison où tout est plein, le vide devient un luxe. Un petit sanctuaire de calme. Alors si un jour tu ressens que ta maison t'étouffe, et c'est ça, vide une étagère. Une console. Une table d'appoint. Et laisse-la comme ça. Sans décoration. Rien. Observe comment l'énergie change. Comment l'ambiance s'allège. Comment tu baisses la garde. Ça, c'est Et une fois que tu le ressens, il n'y a pas de retour en arrière. 9e, Kaizen Cleaning. Au lieu de faire un grand ménage épuisant une fois par mois, on améliore et on nettoie un peu chaque jour. Kaizen signifie amélioration continue. Et bien qu'elle soit née dans les usines japonaises comme philosophie pour perfectionner les processus petit à petit, les foyers au Japon l'ont aussi adoptée. Et tu n'imagines pas à quel point ça change la relation qu'on a avec le ménage et l'ordre quand on l'applique. L'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, c'est de vouloir tout faire d'un coup. Le samedi du grand ménage. Le dimanche marathon de rangement. Et on termine épuisé, de mauvaise humeur, et avec la maison sens dessus-dessous de nouveau 2 jours plus tard. Parce qu'il n'y a pas de constance, seulement des pics d'effort. Avec Kaizen Cleaning, l'astuce est de diviser les grandes tâches en actions minuscules et d'en faire une habitude quotidienne. Et je n'exagère pas, parfois c'est juste 1 minute. Un tiroir. Une étagère. Une tablette. L'important, ce n'est pas la quantité que tu fais, mais le fait de le faire chaque jour, sans exception. Je vais te raconter comment je l'ai adapté chez moi.
Le lundi, j'ouvre le tiroir à couvert et je jette ces vieux élastiques de sachets de pain. Les petites cuillères qu'on n'utilise jamais, les menus de livraison périmés. Juste ça. Ça prend 3 minutes. Et je referme. Je ne continue pas. Je ne passe pas aux autres tiroirs. C'est lundi, et le lundi c'est pour les tiroirs. Le mardi, c'est la cuisine. Mais attention, pas toute la cuisine. Un jour, seulement les portes du haut. Un autre jour, juste le micro-ondes. Un autre, les poêles. Et ainsi de suite. Je ne me surcharge pas. Parce que je sais que demain, ça continue. Mercredi, les vêtements. Je regarde un tiroir. Si je vois quelque chose que je n'ai pas mis depuis des mois ou qui est abîmé, ça part. Je n'attends pas le grand ménage de saison. C'est maintenant. Et s'il n'y a rien à jeter, je range ce qui est en désordre. 5 minutes. Jeudi, la salle de bain. Pas le grand nettoyage, juste cette tablette en bazar, ces crèmes périmées, ce vieux savon. Et ainsi de suite. La merveille avec Kaizen Cleaning, c'est que ça ne pèse pas. Ça ne te prend pas un après-midi. Et le mieux, la maison n'arrive jamais à être hors de contrôle. Parce que les petites améliorations quotidiennes évitent le désastre accumulé. De plus, ça te rend plus attentive à ton espace. Parce qu'en te concentrant sur une zone précise, tu remarques des détails qui te passaient avant sous le nez. Un objet cassé, un couvercle qui ne ferme plus bien, une tâche que personne n'a nettoyée depuis des mois. Et avec le temps, l'automatisme disparaît. Car tu ne fais plus le ménage par routine, mais par attention. Par amour de ton espace. Par respect pour ton chez-toi. Je te jure que depuis que j'ai commencé ça, je n'ai plus eu ces samedis épuisants. La maison reste décente tous les jours. Et quand des invités débarquent à l'improviste, il n'y a plus de panique. Parce que tout est à peu près à jour. Et même si au début ça peut paraître peu, au fil des jours tu vois à quel point ça s'additionne. Comment les endroits pénibles deviennent faciles. Comment il n'y a plus de coins oubliés. Car Kaizen ne cherche pas la perfection, mais la constance. Et c'est là qu'est le vrai changement. Ce n'est pas faire beaucoup une fois, c'est faire un petit peu tout le temps. Et ce petit peu, change tout. 10e, Zaka. C'est une technique de décoration minimaliste, fonctionnelle et sentimentale. Le Zaka est bien plus qu'une simple méthode de rangement ou de décoration. C'est un art de vivre qui combine fonctionnalité, esthétique et une touche très personnelle, presque sentimentale. Le mot Zaka signifie littéralement « plusieurs choses ». Mais au Japon, il désigne ces objets du quotidien qui ne se contentent pas de remplir une fonction. Ils réjouissent aussi les yeux et l'âme à chaque fois qu'on les utilise ou qu'on les voit. Quand j'ai découvert le Zaka, je me suis rendu compte que chez moi, il y avait trop d'objets qui, même s'ils servaient à quelque chose, étaient laids, ennuyeux ou en mauvais état. Les boîtes en plastique ordinaire que j'utilisais pour tout ranger ne transmettaient rien. C'était de simples contenants fonctionnels, oui, mais sans personnalité, et l'espace paraissait froid et désordonné visuellement. J'ai décidé de remplacer ces boîtes par des paniers en osier. Non seulement parce qu'ils sont pratiques et résistants, mais aussi parce que leur texture naturelle et leur couleur chaude apportent de la chaleur et une touche rustique qui rendent n'importe quel espace plus harmonieux. De plus, chaque panier est devenu un élément de décoration, et non plus un simple contenant. J'ai fait la même chose avec les textiles. J'ai choisi des coussins aux couleurs douces et aux motifs simples qui s'accordent avec le reste du salon. Je ne voulais pas de choses tapax engrave-l'œil, mais des pièces qui apportent de la sérénité et de l'unité. J'ai aussi remplacé les nappes par des tissus naturels, sans motifs criards, qui allègent l'atmosphère. Mais le plus important dans le Zaka, ce n'est pas seulement que tout soit joli ou utile, c'est que chaque objet ait une signification pour moi. Cela peut être un cadeau spécial, un beau souvenir ou simplement quelque chose qui me fait sourire. Car cette méthode t'invite à t'entourer uniquement de choses qui ajoutent vraiment quelque chose à ta vie et à te débarrasser de ce qui n'en ajoute pas. Cela change totalement la relation qu'on a avec ses affaires. On n'accumule plus pour accumuler, on n'achète plus pour combler des vides. On achète ou on garde uniquement ce qui nous apporte quelque chose, qu'il soit fonctionnel ou émotionnel. Et cela rend le rangement bien plus facile, car chaque objet a sa place et sa raison d'être. Au début, on pourrait croire que cela signifie dépenser plus, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de choisir mieux et moins. Par exemple, j'ai décidé de ne plus acheter d'organisateurs en plastique bon marché qui se cassent rapidement, mais d'investir dans des pièces de qualité qui durent et qui sont jolies. Et de réutiliser, chaque fois que possible, des objets qui ont une âme et une personnalité. En résumé, le Zaka transforme le chaos en harmonie, le désordre en beauté et en utilité. C'est un équilibre parfait entre le pratique et l'esthétique, avec une touche de tendresse. Si tu appliques cette méthode, tu ne fais pas que ranger ta maison, tu la rends plus à ton image, plus accueillante, plus vivante. Et crois-moi, cela se ressent à chaque fois que tu entres et que tu vois que tout est à sa place, mais avec du style et du sens.
Ces techniques peuvent sembler étranges. Je comprends que lorsqu'on les entend pour la première fois, elles peuvent paraître un peu radicales si l'on n'a pas l'habitude de penser au rangement et au ménage de cette manière. Au Japon, ces méthodes se sont développées et perfectionnées pendant des siècles. Et ce n'est pas un hasard si leur culture de l'ordre est si reconnue dans le monde entier. Ce n'est pas seulement une question esthétique ou fonctionnelle, c'est une philosophie de vie qui recherche l'harmonie, l'équilibre et le bien-être à travers l'espace que l'on habite. Quand j'ai commencé à les essayer, cela n'a pas été un changement immédiat ni miraculeux, mais progressif et constant. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je ne me sentais plus oppressé chaque fois que je regardais ma maison. Cette sensation que tout va me tomber dessus, que beaucoup d'entre nous connaissent bien, a commencé à disparaître peu à peu. Et ce n'est pas parce que la maison est devenue parfaite, mais parce que j'ai changé ma façon de la voir et de la gérer. Ce n'est pas une question de magie ni de volonté surhumaine. C'est simplement de la discipline, et surtout, du détachement. Du détachement envers les choses dont on n'a pas besoin, envers les objets qui ne font qu'accumuler de la poussière, envers les souvenirs qui parfois nous retiennent plus qu'on ne le croit. Apprendre à lâcher prise est aussi important qu'apprendre à ranger. Je t'invite à ne pas te laisser submerger par tout ce que je viens de te raconter. Tu n'as pas besoin d'appliquer les 10 techniques en même temps ni de transformer toute ta maison d'un coup. Commence par une seule, celle qui te semble la plus facile à intégrer à ta routine. Fais-le sans pression, avec patience et sans te juger. Tu verras qu'avec cette petite action, une porte s'ouvrira vers un changement plus grand. C'est comme allumer une étincelle qui, peu à peu, éclaire de plus en plus. Et quand tu attendras le moins, ta maison commencera à refléter ce calme et cet ordre que tu cherchais, et mieux encore, toi aussi. Alors, n'attends plus. Choisis une méthode, essaie un jour, dans un petit espace, et observe ce qui se passe. La transformation est à portée de main, il suffit de faire ce premier pas. Et souviens-toi, il ne s'agit pas d'être parfaite, mais de trouver la paix dans ton foyer, un espace qui te soutienne et t'accompagne chaque jour.